Nous sommes 2 ans plus tard, le 18 octobre 1685, et c'est une date importante dans l'histoire du règne de Louis XIV. C'est la date de l'édit de Fontainebleau, celui-là même qui révoque l'édit de Nantes. Cet édit de tolérance envers les protestants, promulgué en 1598 par le grand-père de Louis XIV, Henri IV lui-même, et qui mettait fin à des années de guerre de religion. Est-ce que c'est ça, Alexandre Maral, les légendes noires à propos de Madame de Maintenon? Qu'a-t-on inventé à son propos par rapport à cet édit de Fontainebleau? Alors, dans l'immédiat, l'édit de Fontainebleau est salué par l'opinion publique. Il était réclamé de longue date, notamment par l'épiscopat, mais aussi ce qu'on pourrait appeler les intellectuels de l'époque, qui ont salué cette mesure qui mettait fin à une période de tolérance, mais qui était jugée exceptionnelle. On préférait le retour à l'unité religieuse. Donc, la mesure que prend Louis XIV, elle s'inscrit après des décennies de préparation, décennies dans lesquelles, évidemment, Madame de Maintenon n'a joué aucun rôle. Mais simplement, on l'a crédité de cette mesure. C'est probablement, évidemment, Madame, la belle-sœur du roi, qui est très liée aux protestants. Hein. Elle a eu une éducation protestante. C'est aussi des pamphlétaires étrangers qui commencent à écrire et à répandre le bruit que Madame de Maintenon a joué de son influence auprès du roi. Ce faisant, il discrédite évidemment la dame, mais il discrédite aussi la faiblesse du roi qui se laisse influencer par une femme. Et donc, en attaquant Madame de Maintenon, on attaque la monarchie française. Il y a ça aussi. Et puis, cette légende noire va aller s'amplifiant au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle avec Michelet, l'historien qui détestait Madame de Maintenon. Et finalement, ce n'est qu'à partir de François Chandernagor, dans les années 1980, la publication de l'Allée du Roi, qui a commencé à remettre les pendules à l'heure pour établir que Madame de Maintenon n'y était pour rien dans cette décision. Ensuite, c'est François Bluch, dans Louis XIV, qui a aussi tordu le cou à cette légende. Et nous, donc, dans l'exposition, nous présentons quelques pamphlets postérieurs à la révocation de l'édit de Nantes et qui, évidemment, s'en prennent à Madame de Maintenon. C'est important de souligner qu'elle a été créditée de cette mesure parce que ça fait partie d'une légende noire qui a été opérante très vite, très vite. Alors, on notera que dans cette pièce, qui est la chambre de Madame de Maintenon, on le répète, trônent les portraits de quelques membres de la famille royale. Il y a une toile du frère du roi, Philippe d'Orléans, dit monsieur, de sa femme, la princesse Palatine, que vous avez placée d'ailleurs juste en face de celui de Madame de Maintenon, enceinte Françoise romaine. Il y a aussi le portrait de cire de Louis XIV par Antoine Benoît. Pourquoi avoir réuni ces œuvres d'art dans cette même pièce et précisément à cet emplacement? C'était voulu, Alexandre Maral? Mais ce sont les membres de la famille royale, donc elle épouse le roi, elle entre dans une famille. Ça nous semblait important d'évoquer les principaux membres, surtout qu'elle a eu des liens, pas toujours pacifiques, avec chacun de ses membres. Elle voyait fréquemment le fils du roi, Monseigneur, le dauphin. Évidemment, elle avait maille à partir avec sa belle-sœur, mais c'était des gens qu'elle fréquentait, qu'elle voyait. Donc on a voulu vraiment reconstituer son environnement humain et visuel aussi, parce que dans la même pièce, on présentait des tableaux qui ont orné les différents appartements qu'elle occupait, soit à Versailles, soit à Trianon. Juste pour préciser qu'entre la salle 3 et 4, vous pourrez voir des extraits de films diffusés, des films qui ont été inspirés par Madame de Maintenon. Mathieu Davignas, ça veut dire qu'elle fascine donc? Elle fascine. Pas vraiment. En fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on a voulu évoquer Madame de Maintenon à l'écran, il n'y a pas énormément de représentation de Madame de Maintenon, et souvent dans des rôles secondaires. Les seuls films qui lui ont donné la première place, ce sont L'Allée du Roi, adapté du livre de Françoise Chandernagor, donc la série télévisée de cette adaptation de Nina Companèse, et puis le film Saint-Cyr de Patricia Mazui avec Isabelle Huppert. Sinon, le reste, ce sont des apparitions dans lesquelles si Versailles m'était compté, ce qu'on a voulu montrer, parce que c'était quand même assez drôle, et dans la série Versailles, où elle a un rôle assez important dans la 3e saison, mais finalement, dans cette série, toujours avec l'image qu'on en avait de veuve ensorceleuse et de partisane de la révocation de l'édit de Nantes. On passe à la 4e et dernière salle de l'exposition, qui était le grand cabinet de l'appartement de Madame de Maintenon. Alors dans cette pièce, on peut voir des gravures, des portraits qui montrent les différents protagonistes qui ont joué dans la suite des événements dans la vie de Madame de Maintenon.
Si elle est clairement la femme de Louis XIV, même si le souverain ne l'a jamais déclaré officiellement, elle n'en est pas pour autant une reine totalement. Et on l'a vu dans la salle précédente, les relations familiales étaient pour le moins tendues avec sa belle famille, mais elle va réussir toutefois à s'imposer comme une figure importante de la cour. Comment Mathieu Davina va-t-elle s'y prendre pour devenir d'une reine de l'ombre, Alexandre Maral dit, à une presque reine? C'est vrai que la position de Madame de Maintenon à la cour est assez compliquée et comme l'écrit assez habilement Madame de Sévigné, la place de Madame de Maintenon est étonnante, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Elle a tous les inconvénients de la maîtresse et aucun avantage de l'épouse. Louis XIV, en l'épousant, va faire d'elle la maîtresse épousée. Et on sait très bien que la maîtresse avait un rôle très important sous l'Ancien Régime, qui était celle de jouer le rôle de paratonnerre, puisque toute la haine se déverse non pas sur le roi, mais sur la maîtresse, et on n'attaquait pas la reine. On attaquera la reine à la fin de l'Ancien Régime, Marie-Antoinette, uniquement parce que Louis XVI n'avait pas de maîtresse. Et donc Marie-Antoinette va jouer le rôle d'épouse et de maîtresse, et c'est la raison pour laquelle on va se déchaîner autant sur Marie-Antoinette. C'est un peu ce qui arrive à Madame de Maintenon. Alors évidemment, elle est dans l'ombre, elle n'apparaît pas dans les grands cérémonials d'État, néanmoins on connaît sa position, puisqu'on a des écarts de langage de certains, je pense à Alexandre Bontemps, qui était le premier valet de chambre du roi, qui, dans certaines paroles rapportées, on le voit arriver en disant « votre Et donc, c'est Choisy qui nous dit que le valet de chambre, ça reste juste à temps avant de dire Votre Majesté à Madame de Maintenon. Et donc, elle vit non pas recluse, mais ça n'empêche qu'elle vit retirée dans cet appartement que le visiteur peut voir aujourd'hui. Et elle va avoir un rôle, somme toute, assez banal des grands courtisans qui consiste à obtenir des charges pour les membres de sa famille, à faire avancer les affaires des membres de sa famille ou de ses parentèles, etc. Elle va aider. Elle va aider, mais comme tout personnage à la cour. Et donc elle n'a pas influencé le roi plus que cela. Il y a une simple mention dans les mémoires du marquis de Torcy, qui était secrétaire d'État des Affaires étrangères, dans lequel il note que Madame de Maintenon a évoqué l'idée que ça serait bien de faire la paix dans la guerre de succession d'Espagne. Et s'il le note, c'est vraisemblablement parce que ça devait être exceptionnel. Mais lorsqu'on sait que Louis XIV travaillait quotidiennement, tous les soirs, avec un ministre dans la chambre même de Madame de Maintenon, donc elle a entendu toutes les affaires d'État, on ne peut pas imaginer qu'elle n'ait pas, si ce n'est influencé, en tout cas elle devait en parler, au moins donner son point de secret vue d'alcôve avec Louis XIV. Alors après, savoir s'il la suivait ou pas, on n'en sait rien. Mais ça n'empêche qu'elle va occuper cette position de presque reine. On le voit dans les œuvres qui sont présentées, notamment dans la feuille d'Almanach, où c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle est au cœur de la composition, elle est au centre de la composition, c'est la seule à être assise avec le roi et la duchesse de Bourgogne, et surtout, on ne voit qu'elle sur cette composition, même si elle est de dos et on aperçoit son visage de trois quarts, c'est Madame de Maintenon qui est au centre, et c'est la première fois qu'elle apparaît autant mise en valeur. Et puis elle va se créer un cercle tout autour d'elle, que ce soit avec Madame de Dangeau, l'épouse du marquis de Dangeau, donc le célèbre diariste qui a permis à Saint-Simon d'écrire ses mémoires, et surtout la duchesse de Bourgogne, qui va être, entre guillemets, sa poupée, et qui va faire que Madame de Maintenon va pouvoir recommencer à exercer ses pouvoirs de pédagogue. Bon, Saint-Cyr est déjà né au moment où elle arrive en 1696, mais avec la duchesse de Bourgogne, il faut rappeler qu'elle arrive à la cour en 1696, elle a 11 ans, et Louis XIV va lui laisser carte blanche pour former la maison de la princesse, pour pouvoir l'entourer, et la princesse va l'appeler ma tante, alors de façon tendre, mais aussi il faut rappeler que ça peut être sa tante si l'on considère que la duchesse de Bourgogne est la petite fille de monsieur, frère du roi, et par conséquent, le roi étant son grand-oncle, si on considère que le roi a épousé Madame de Maintenon, c'est sa grande-tante. C'est ça.